Aujourd'hui, à Clolé, je reçois quelqu'un qui compte. Un ami, un esprit engagé, un bâtisseur discret et une voix qui participe à façonner le leadership africain contemporain. Chaque fois qu'un invité passe ici, j'aime saisir l'occasion de lui poser quelques questions simples mais essentielles. Celles qui révèlent la manière dont il avance, dont il décide, dont il transforme. Djibril Ouattara incarne une génération de leaders africains engagés dans la transformation systémique, convaincus que le numérique peut être un outil de dignité, d'opportunité et d'égalité. De passage chez Clolé, je lui ai proposé de répondre à quelques questions sur le leadership, la responsabilité intérieure et l'avenir du continent. Ma première question pour toi est quelles valeurs te guident lorsque tu dois prendre une décision difficile? Lorsque je dois prendre des décisions liées aux ressources humaines, que je dise que la décision que nous allons prendre, nous devons être capables de l'expliquer. Il est important que, quel que soit ce que nous faisons, nous puissions prendre des décisions qui puissent être comprises par des personnes à l'extérieur. Et pour cela, ces décisions doivent être basées sur l'équité et la justice. À chaque fois que j'ai une décision à prendre, je me pose la question de savoir est-ce que cette décision est juste? Est-ce que cette décision est équitable? Et est-ce que cette décision est en ligne avec mes principes? Et je pense que c'est ce niveau de transparence qui nous permet de mettre à chaque fois une forme d'autocontrôle dans nos actes que nous posons et dans les décisions que nous prenons. L'autocontrôle, parce que tu te dis que tu es redevable à des personnes à l'extérieur, parce que tu te dis, lorsqu'on va me demander, il faut que je sois capable de justifier. Et donc, j'ai pris cette décision sur des bases qui sont justifiables. J'ai pris cette décision parce que je pense qu'elles sont justes, qu'elles sont équitables pour l'ensemble des parties prenantes et qu'elles correspondent à mes principes et à mes valeurs. Voilà ce qui me guide tous les jours lorsque je dois prendre une décision. Quelle émotion souhaites-tu laisser derrière toi lorsque tu quittes une pièce? Lorsque j'ai été nommé directeur général dans un pays, je suis arrivé et j'ai trouvé... je suis arrivé, je pense, au mois de septembre et quelques mois avant, en août ou en juillet, il y avait un collègue qui, lui, avait été nommé directeur technique et directeur informatique. Mais ils avaient donc mergé ces positions-là juste avant que je ne vienne. Et il avait vu dans mon background que j'avais eu à exercer pareille fonction au cours de ma carrière. Donc, il s'est trouvé dans une forme, on va dire, défensive. Hein, parce qu'il se disait, mon nouveau patron connaît un peu ce domaine, donc il a commencé à être dans une posture où à chaque fois que je faisais des commentaires, il était beaucoup plus sur la défensive. Et par la suite, du fait que ma propension à être naturel, à être sincère, à être proche des gens, peut donner l'impression de ne pas savoir grand-chose de ce qu'on me demande. Et par la suite, donc, il est passé de cette posture à penser que je ne savais pas grand-chose. Quelque temps après, à chaque fois qu'il venait dans les transformations que nous avons entamées, lorsqu'il venait me parler de ses plans et que je lui donnais mon feedback, c'est lui qui me raconte, hein. Il partait lire des livres et il venait me dire « je suis prêt ». Et 2 années après, il vient me faire une confidence en se disant « quand tu es venu, je pensais que tu ne savais rien, mais je me suis rendu compte que tu savais tout ». Je veux donner l'impression, peut-être que ça s'est passé sur 2 ans,
Mais en tout cas, je veux donner l'impression, lorsqu'il s'agit de mon activité professionnelle, lorsque je rencontre des personnes, lorsque nous parlons, je vais les rassurer de savoir que je sais la direction que nous sommes en train de prendre. Je peux ne pas donner ce sentiment au départ, mais je souhaite que tous les partenaires que je rencontre puissent être convaincus que je sais l'orientation que nous avons prise et j'ai appréhendé suffisamment les différents challenges, la mission proprement. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais sur le plan purement personnel, je suis quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui aime la contradiction, quelqu'un qui aime le débat. Je veux donner l'impression de quelqu'un qui est accessible, qui est ouvert, qui est tolérant et qui respecte profondément les personnes avec lesquelles elle interagit. Je pense que c'est tout ça qui permet le développement d'un être humain. C'est tout ça qui permet d'avoir également des personnes qui peuvent croire au leader qu'on est et qui peuvent nous suivre. Et donc, pour me résumer, il est important pour moi d'avoir une forme d'intégrité de la personne, du caractère, pour, in fine, avoir de l'adhésion des personnes avec lesquelles je travaille ou que j'interagis. Dans la mission qui t'est confiée aujourd'hui en tant que ministre de la Transition numérique et de l'innovation, qu'est-ce qui te touche le plus personnellement? D'abord, ce qui me touche, c'est que on ait pensé que je pouvais aider. En m'appelant à cette fonction, on voyait en moi quelqu'un qui est capable de transformer significativement le domaine du numérique pour ce pays, qui est un pays important. Et donc, c'est une fonction super importante de notre pays. Et penser que je suis la personne qui était capable de faire cette transformation est forcément quelque chose qui touche. Ensuite, lorsque j'ai vu l'enthousiasme qui a été créé et lorsque j'ai vu que, nous parlons de numérique, la réaction de la quasi-totalité des acteurs du numérique, non seulement les acteurs du numérique, mais de toutes les personnes qui regardaient ce pays, il y avait une forme d'unanimité qui disait que j'étais probablement quelqu'un qui pouvait transformer également cette industrie, ce secteur en Côte d'Ivoire. Ça m'a touché, mais ça m'a permis aussi de mesurer l'ampleur des attentes et ça m'a mis une forme de pression qui est très différente de la pression que j'avais connue dans le secteur privé. Et donc, naturellement, ce que je trouve à dire à mes collaborateurs aujourd'hui, c'est que collectivement, il faut que nous prenions conscience que nous devons être des acteurs du changement, de la transformation, non seulement pour, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très attaché donc à ce milieu rural, ces personnes à qui on pose, on impacte et on transforme leur vie. Il faut que tout ce que nous allons faire, nous pensons à la transformation de leur environnement, que nous impactons leur vie en facilitant leur vie au travers des services de l'État, que nous transformons leur vie en leur donnant des opportunités pour améliorer leur productivité dans quelques activités que ce soit. Donc, ce faisant, nous devons aussi construire l'avenir pour cette jeunesse bouillante et impatiente. Donc, c'est une responsabilité transverse, vouloir changer et impacter le changement structurel d'une économie. Et ça me touche de participer, on va dire, à une œuvre humaine qui va transformer profondément un environnement. Et cela arrive au moment où une grande révolution est en train d'arriver dans le monde dans son ensemble.
l'impact que l'intelligence artificielle va avoir dans nos vies. J'ai conscience que les actes et les décisions, les politiques que nous allons élaborer et mettre en place aujourd'hui auront un impact durable sur, on doit réussir à embarquer notre pays et les générations à venir pour ce qui semble un enjeu, ce qui est certainement un enjeu du futur où on aura échoué. Cela me touche. Je pense que j'ai toujours eu la volonté de léguer quelque chose. Je dis souvent à mes collaborateurs, imaginez que votre petit-fils ait à parler de vous. Imaginez qu'il puisse dire, je suis fier de ce que, même s'il n'a pas connu son grand-père, ce que mon grand-père a pu faire et qui est perceptible aujourd'hui. Et c'est ce qui me touche, de savoir qu'avec mon équipe, avec l'équipe nous sommes en train de constituer, nous avons la possibilité de rentrer dans l'histoire à ce moment charnière de l'évolution technologique mondiale et singulièrement de l'évolution de notre pays. Quel moment de ton parcours t'a fait comprendre que le numérique pouvait réellement transformer des vies? Alors, c'est une question très intéressante. Dans le secteur de la fourniture de l'eau potable aux populations, j'ai eu des moments assez forts dans cette industrie. Je me rappelle à chaque fois que nous allions et que nous faisions les extensions de réseau et que nous amenons de l'eau potable dans des villages, je voyais comment est-ce que les populations éclataient de joie. Je voyais comment est-ce que les cadres faisaient des délégations pour venir me remercier. Je ne savais pas à ce moment-là que le numérique pouvait apporter autant de bonheur également aux populations. Je ne savais pas certainement que le numérique avait la capacité de transformer des vies en donnant des revenus substantiels à des personnes. Et je l'ai découvert lorsque je suis arrivé dans un pays en qualité de directeur général d'une opération de télécommunication avec un niveau de pénétration du mobile money qui était quasiment à zéro. L'opération avait à peine 5000 utilisateurs par mois, à peine 5 millions de revenus qui étaient réalisés. J'ai fait le pari de faire une transformation profonde et qui allait profiter à tout le monde. En effet, lorsque je regardais, je voyais que dans les grandes villes, il y avait de gros problèmes d'urbanisation et de transport. Et donc, quitter un endroit pour aller à un autre, il y avait de grosses difficultés. Et ensuite, le pays était grand et des infrastructures qui n'étaient pas forcément en ligne avec la taille du pays. Donc, il était difficile de se déplacer d'un endroit à un autre. Je me suis dit qu'il y avait une porte largement ouverte pour développer les transactions financières numérisées. Je suis allé voir d'abord ces acteurs locaux en leur disant « Soyez notre partenaire. Nous allons vous aider à vous structurer davantage et à vous mettre à disposition notre outil et la base de données qui fera que chacun chez lui, quelqu'un aura besoin de support financier pour avoir de l'argent et pourra recevoir cela au lieu de faire des déplacements. » Et ils n'ont pas compris. Et j'ai commencé donc à recruter des distributeurs qui avaient la volonté de m'accompagner. Au passage, j'en ai laissé les 4 majeurs qui étaient là avant. Et nous avons commencé à développer l'écosystème du mobile money. Quelques mois après, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des menuisiers qui s'étaient spécialisés dans la fabrication des kiosques pour le mobile money. J'ai vu que lorsque nous avons atteint 50% d'usage de mobile money sur notre base, on avait plus de 50 000 points et qui servaient de façon active
les populations. C'était des entrepreneurs que nous avons créés. J'ai vu que les femmes qui vendaient dans les marchés arrivaient à recevoir leur paiement sans difficulté et mettre ça dans leur porte-monnaie électronique, échappaient aux attaques des bandits lorsque elles quittaient nuitamment leur point de vente. Et lorsque nous avons célébré le 50% de la base qui avait atteint, je suis allé faire le tour de la ville et j'ai vu que à tous les 100 mètres, il y avait des agents mobile money, des jeunes dames qui avaient fini des études supérieures et qui s'étaient converties dans ce métier-là et trouvaient à gagner de l'argent. Et j'ai compris qu'on avait fait un travail phénoménal, qu'on avait réussi à transformer un écosystème et à donner la possibilité à des personnes de vivre décemment du numérique. Mais évidemment, ce sentiment a été renforcé lorsque le débat est arrivé au Parlement, où un député se plaignait justement de la disparition des acteurs traditionnels qui existaient. On a trouvé des députés pour expliquer que pendant que ces acteurs disparaissaient, des milliers d'autres acteurs qui bénéficiaient de cette technologie étaient nés et vivaient bien et étaient partout au travers du pays. On a eu de vrais avocats qui ont pu défendre l'approche que nous avions adoptée pour faire en sorte que cette industrie existe dans ce pays. Ça a été un sentiment de fierté. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que mon nom est associé au développement de cette industrie-là dans ce pays et j'en suis fortement fier. Je suis vraiment fier. Et je pense que le numérique peut définitivement transformer la vie des gens, non seulement en tant qu'utilisateurs, et surtout créer des opportunités de création de valeur partagées pour les acteurs qui décident de s'investir dans l'écosystème. Si tu devais choisir une seule trace à laisser derrière toi, laquelle serait-elle? Alors, disons que l'image que je souhaiterais profondément, c'est l'image de quelqu'un qui a impacté les communautés, les sociétés, le pays où il a vécu. Impacter les communautés parce que partout où je suis passé, j'ai voulu rassembler les gens. Depuis mon jeune âge, j'ai voulu rassembler les gens. J'ai été dans des associations, j'ai été président et j'ai voulu rassembler les gens et les guider vers des objectifs communs assumés dans les communautés où j'ai été, dans les organisations où j'ai eu à travailler. J'ai toujours entrepris des changements structurants importants qui ont eu de l'impact sur la vie de ces organisations. Et aujourd'hui, je suis en capacité d'avoir cet impact-là sur la vie d'un pays. Donc, je voudrais vraiment que on retienne de moi quelqu'un qui a été capable d'apporter des changements significatifs dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés où il est passé et que ces changements ont eu des impacts sur l'évolution et la vie de ces communautés. Merci Djibril d'avoir partagé cette part de toi ici à Clolé. Chaque passage, chaque voix enrichit notre manière de penser le leadership et l'avenir du continent.